La publicité pour la bière nationale, la Lao Beer, jouxte le traditionnel panneau de propagande pour souhaiter la bienvenue à Udomsai. La ville, chef-lieu de province, appelée aussi Muang Thai, est une cuvette entourée de montagnes et le carrefour où se croisent les deux seules grandes routes du nord. On y rencontre des représentants de nombreux groupes ethniques qui peuplent le Laos, comme les Hmong, les Hakka et certains groupes Thaï des montagnes. Tout le monde se retrouve au marché qui constitue la vraie curiosité de la ville. La partie la plus intéressante, la plus colorée et la plus odorante est celle réservée à l'alimentation. Produits frais et différentes préparations culinaires se côtoient. Sur de minuscules étals, certains proposent les produits de leur pêche, d'autres les récoltes de leur jardinet. La raison de ma présence dans cette province reculée est que j'allais rejoindre Vieng Cam, un ami Lao que j'ai connu à Vientiane lorsqu'il y faisait ses études. Depuis peu, il est retourné dans sa province d'origine où il a trouvé un emploi dans la seule banque de la ville. Nous embarquons dans le camion-bus d'un cousin pour nous rendre chez les parents de Vieng Cam, qui habitent un village de montagne à une trentaine de kilomètres de la ville. Il me dit qu'ils vont organiser un bassi en mon honneur. Je n'en crois pas mes oreilles. Cérémonie animiste typiquement Lao, le bassi précède généralement un banquet d'accueil ou de départ. J'en avais entendu parler et avais lu plusieurs écrits à ce sujet. Je rêvais d'assister à un bassi, mais je ne me doutais pas que le premier auquel j'aurais la chance de participer allait être célébré en mon honneur dans ce village reculé. Pour comprendre la finalité de cette cérémonie, il faut savoir que 32 esprits habitent les différentes parties de notre corps. Mais ces esprits sont volages et ont la fâcheuse tendance à vagabonder hors du corps qu'ils sont censés protéger. Afin de les ramener au bercail, il est coutume d'organiser un bassi. Assis sur des nattes, l'assistance forme un cercle autour du pakwan, plateau sur lequel ont été disposées les offrandes pour les esprits, ainsi que de petits fils de coton accrochés aux décorations florales. Tandis que le chaman m'asperge les mains d'eau à l'aide d'une feuille de bananier pliée en cône, le grand-père me couvre d'un prabyang, écharpe coutumière pour les cérémonies. L'officiant récite des incantations pour bénir l'assemblée et inviter les esprits à réintégrer le corps de leur propriétaire. On me met des boulettes de riz dans les mains, puis chaque membre présent prend 2 fils blancs et me les noue au poignet en me garantissant de ses bons vœux. C'est ensuite le tour de Vieng Cam, puis celui de sa mère, et enfin de son père. Ce rituel dont la portée symbolique liée à ces fameux esprits vagabonds peut faire sourire me touche profondément. Car comment ne pas voir dans ces petits fils un lien qui m'unit désormais à cette famille que je connais à peine et qui me fait un tel honneur.
Je n'ai guère le temps d'approfondir mes réflexions car je dois boire le lao lao, une distillation locale de riz à teneur en alcool non réglementé, mais costaud. Le lao lao se boit d'un trait et il serait malvenu de refuser au risque d'offenser les esprits de la maison. Je regarde Vienkam rire de bon cœur avec les siens. Bien que n'ayant jamais vécu avec ses parents, puisqu'il a été confié tout jeune aux moines de la capitale qui ont assuré ses études, il semble parfaitement intégré à cette communauté villageoise. Il explique que son grand-père, un personnage haut en couleur, n'a jamais souffert d'aucune blessure, que ce soit en travaillant ou en se bagarrant après une beuverie, car les tatouages qu'il a sur les bras l'ont toujours protégé. La famille m'a offert un poulet et une étoffe tissée par la mère. Vienkam m'invite à manger le cœur de l'animal. Vu ma grimace, il me dit qu'un petit morceau suffira. Puis la nourriture est mise en commun. Au menu, soupe, légumes frais et lap, plat typiquement lao, l'un au bœuf cru, pilé et fortement assaisonné, l'autre au poisson. Au Laos, pas de couvert, on mange avec ses doigts en s'aidant avec une boulette de riz gluant. La fête ne serait pas complète sans musique. Un voisin entonne la chanson du village. Au mur, les affiches gouvernementales illustrent les méfaits de l'opium et de la pêche à l'explosif. Lorsqu'ils travaillent collectivement dans les champs, les villageois scandent chaque fin de couplet de la chanson par des cris qui leur donnent du cœur à l'ouvrage. Tous ici sont des paysans hauts, originaires de la province chinoise de Yunnan. J'éprouve une grande joie à me retrouver au cœur des traditions de ce pays. Je conserverai ces petites ficelles à mon poignet jusqu'à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes. Cela voudra-t-il dire que les esprits de mon corps auront repris leur libertinage? Pour rejoindre la ville de Luang Prabang, à 250 km au sud, je fais la moitié du chemin par la route pour arriver jusqu'à Nong Kyo. Là, je décide de faire la deuxième partie du voyage par voie fluviale. Le bateau ne part généralement que le matin et après avoir fait le plein de 10 passagers. Après une négociation sur le tarif, car nous sommes que 5, et avoir réglé les formalités administratives, nous embarquons pour 6 heures de navigation sur la Nam Hu. La faucille et le marteau sur la chemise du batelier nous indiquent que l'on a affaire à un fonctionnaire des services de la navigation. Saisis par la beauté des paysages, nous resterons silencieux et rêveurs une bonne partie du voyage. Soudain, les flots s'accélèrent. Nous devons franchir une série de rapides. Le batelier, guidé par son fils juché sur le toit de l'embarcation, connaît tous les pièges de la rivière et aborde les passages difficiles avec prudence. Des villages installés çà et là au fil de l'eau vivent d'une économie de subsistance au rythme du soleil et de la nature, loin, très loin de l'agitation du monde.
Le soleil nous salue de ses derniers rayons dorés. Bientôt nous rejoindrons les eaux boueuses du Mékong et il fera nuit lorsque nous débarquerons à Luang Prabang.